Cette troisième conversation est une conversation sur le thème du lien, toujours. Cette fois, il s'agit d'explorer le lien que l'on entretient à soi, parce que celui-là est important également, du lien que l'on entretient aux autres, évidemment, et du lien que l'on entretient aux vivants en général. Et pour en parler, deux philosophes, deux collègues qui partagent et amis qui partagent d'être toutes les deux des philosophes et d'être toutes les deux des philosophes du lien. Cela s'est trouvé ainsi. Elles sont toutes les deux autrices d'œuvres considérables. Je voudrais simplement retenir quelques titres de leurs travaux pour bien montrer le lien qu'elles entretiennent avec le lien, précisément. Claire qui est donc assise à ma droite, ici. Claire Marin a, par exemple, parmi les titres qu'elle a publiés, cette question, comment trouver sa place. Elle est également philosophe des commencements, des recommencements, de la manière de renouer avec soi-même également. Philosophe de la naissance, de la renaissance, un ouvrage collectif qu'elle a publié avec mon ami Frédéric Worms, intitulé ainsi « Naître et renaître ». Le dernier ouvrage publié en date par Tanela Boni pose la question de l'habiter. D'ailleurs, dans la séance qu'elle vient de modérer, elle a posé la question de l'habiter. Que signifie habiter? Habiter ce monde. L'habiter, c'est forcément l'habiter aussi avec les autres, l'habiter avec le vivant, parce que cette terre ne nous appartient pas seulement à nous. Elle est philosophe, je l'ai dit, elle est également poétesse, elle est également nouvelliste, elle est vice-présidente de la Fédération internationale des sociétés de philosophie, je le mentionne parce que cette Fédération internationale des sociétés de philosophie va organiser, vous le savez, cette année, son grand congrès qui se tient tous les 4 ans ou 5 ans, 5 ans? 5 ans. Tous les 5 ans, et ce sera en Italie au début du mois d'août. Je vais leur donner la parole tout de suite et faire en sorte de sauvegarder un peu de temps. Il faut nécessairement que nous ayons terminé à 12h30, mais sauvegarder un peu de temps pour vous donner la parole également, vous inviter dans cette conversation. Donc, si je suis un bon modérateur, mais elles n'ont pas besoin d'être modérées, elles ne sont pas excitées particulièrement, je vais donc simplement animer, on va dire ça comme ça. Si je suis un bon animateur, le temps en question sera sauvegardé et nous pourrons faire circuler la parole un peu plus largement. Je vais d'abord commencer par toi, chère Tanela, et t'inviter à dire quelques mots sur ce thème du lien à renouer avec nous-mêmes, avec nos autres, les autres, avec le vivant. Merci beaucoup. Je me demande comment on peut parler du lien triplement, avec soi-même, avec les autres et avec le vivant. Pour parler du lien avec soi-même, peut-être que je vais revenir très rapidement à ce que Mathieu avait dit tout à l'heure, parce qu'il avait parlé d'un mythe platonicien qui est celui du Protagoras, dans lequel mythe donc bien connu, dans lequel Platon nous dit que l'homme naît nu parce que tous les autres vivants ont reçu quelque chose en partage. Des plumes, ainsi de suite, plein de choses, des poils, plein de choses. Et l'homme, finalement, n'a rien reçu. Et après, évidemment, il va être un politicien, il va être un artiste, etc., etc. Il va recevoir le feu des arbres, mais ça, c'est après coup. Je reviens à cela pour dire simplement que si nous revenons à la réalité, si l'homme naît nu, il est déjà habillé de culture, comme je le dis quelque part. Dans nos pays africains, on sait bien que comment on naît
On sait bien aussi ce que c'est que la naissance. La naissance, c'est une séparation, c'est une déchirure, c'est un arrachement. Et s'agissant du bébé qui naît, évidemment, il y a la fameuse coupure, évidemment, de l'ombilic, etc. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que quand tout cela se passe, la mère et le bébé restent liés. Ils sont séparés. Et je pense que c'est toi-même qui l'as dit tout à l'heure. Pour qu'il y ait lien, à mon avis, il faut qu'il y ait d'abord peut-être un minimum de séparation. Et je dis qu'il est habillé de culture, ça veut dire aussi qu'il est déjà dans le lien. Il est dans le lien par quoi? Le lien, finalement, simplement, on peut même donner un exemple très précis, et je l'ai vu cela dans plusieurs pays africains, la manière dont on lave le nouveau-né, ça m'a toujours fasciné. On ne le lave pas n'importe comment et avec n'importe quoi. C'est d'abord avec une éponge naturelle, comment dirais-je? C'est comme du bois. Et vraiment qu'on a battu et ça donne une éponge. Et c'est avec cela. Évidemment, quand on voit, on se dit, mais c'est pas possible. Le bébé, il va mourir. Mais non, il ne meurt pas. Et c'est comme ça que le bébé est fortifié. C'est une question de fortification du corps du bébé. Donc, voilà comment, c'est juste un exemple, comment il naît nu et il est déjà habillé de culture. Dans la biographie de Wangari Maathai, que tout le monde connaît, enfin, cette grande dame du Kenya, qui est aussi une grande écologiste, elle disait quelque chose qui m'a aussi vraiment frappée. Je la cite parce que j'ai écrit un petit livre pour les adolescents, une biographie de Wangari Maathai. Mais sa biographie qu'elle a elle-même écrite, elle insiste sur le fait que quand elle était bébé, elle mangeait une certaine nourriture. Voyez? Donc, dans un premier temps, j'ai dit comment le bébé était, comment on le lave. Dans un deuxième temps, comment il est nourri. Pour moi, évidemment, tout cela, c'est une question de culture. Mais que reste-t-il de tout cela? Ce qu'on remarque, et je le dis d'ailleurs très souvent, c'est qu'à partir de l'âge de 3-4 ans, au moment où la mère ne porte plus l'enfant donc dans son dos, comme on le sait, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps en Afrique, on se rend compte que le bébé est lié, plutôt, il est livré à lui-même. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il essaie, par tous les moyens possibles, de renouer un certain lien, non seulement avec lui-même, mais aussi avec la maman, même si cette maman, elle est tout à fait, je dirais, occupée à autre chose, toute autre chose, parce que les femmes sont toujours très, 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 très occupées. Deuxièmement, dans une société donnée, évidemment, on ne vit pas seul. Tout à l'heure, on a parlé de respiration. Et d'ailleurs, je dirais que le mot de respiration, c'est par lequel je termine moi-même le livre que j'ai publié il y a déjà quelques années sur les femmes africaines. Voilà, que vivent les femmes d'Afrique. Et c'était le dernier mot. Et je disais ceci, que justement pour les Africaines, on veut bien qu'elles soient autonomes, on veut bien qu'elles aient un certain pouvoir, ce pouvoir étant la plupart du temps, on veut qu'elles soient économiquement indépendantes,
etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses dont on ne tient pas compte. Comment une femme, par exemple, peut se réaliser? Évidemment, il faut qu'elle se resserre, c'est comme ça que je l'exprime, hein, sur elle-même. Cela veut dire, par la même occasion, qu'elle essaie d'apprendre à respirer, mais évidemment, elle ne respire pas toute seule, puisqu'elle est avant tout dans une communauté. Mais on sait bien que les institutions internationales ne mesurent pas, justement, ce genre de choses. Est-ce que les institutions internationales, est-ce que les bailleurs de fonds mesurent la respiration? Quel que soit le sens qu'on donne à ce concept, non. Mais pourtant, on sait bien que c'est la manière par laquelle une femme revient à elle-même, se ressource, je dirais, se retrouve. Et le mot retrouver, le verbe retrouver, disons ce que je traduis de quelques langues africaines par le verbe retrouver, est vraiment très, très, très important. On se trouve d'abord et puis on se retrouve. Se trouver, c'est quoi? C'est le fameux précepte, disons, celui de Socrate, connais-toi toi-même. Mais comment on se connaît? On connaît sa propre histoire, on connaît son milieu, on sait aussi quelle est sa lignée et aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans une société donnée. Mais ce n'est pas tout. Dans la mesure où tout cela, on le fait non seulement dans une communauté, mais avant cela, dans une famille. Et on sait bien que dans une famille, il y a plusieurs membres. On est d'abord intégré dans une famille, ensuite dans une communauté. Et quand je parle de communauté, les communautés, elles peuvent être vraiment très diverses. Il suffit de regarder comment on vit chez nous. Elles sont très diverses. Avant que ce soit même d'autres types de communautés qui sont, je ne sais pas, religieuses, politiques, etc., etc. Donc, voilà, encore une fois, on ne vit pas seul et on n'habite pas seul, qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant, qu'on soit un homme, on est toujours soi-même entouré. Le mot est peut-être mal choisi, mais quand je dis entouré, ça veut dire qu'il y a toujours un fil quelque part qui nous relie aux autres. Mais au moment où ce fil nous relie aux autres, cela signifie que nous-mêmes, nous sommes suffisamment forts. Et notre force vient d'où? Elle vient peut-être de notre propre intériorité. Et cela, justement, s'apprend. Je vais terminer par un autre exemple. Et là, c'est un texte littéraire, d'ailleurs, que je cite aussi très souvent, qui est de Ben Okri, cet auteur bien connu, nigérian britannique. Dans son roman « Étonner les dieux », il met en scène donc un personnage qui se dit qu'il ne savait pas où retrouver les siens. C'est-à-dire, quand il était chez lui, il regardait donc dans tous les livres, il ne voyait pas les siens. Les siens étaient absents des livres. Et il s'est dit que quand il grandirait, il voyagerait de par le monde pour voir ceux qui sont visibles, justement, ceux qui ont une histoire et ceux qui peuvent faire quelque chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'avait pas, justement, non seulement l'estime de soi, mais il n'avait pas non plus la confiance en ses congénères, puisque ses congénères n'étaient pas visibles.
Et voilà qu'il fait un voyage de 7 ans. Et au bout de 7 ans, il pense avoir vu peut-être le monde entier. Il a voyagé, il arrive dans un port. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à réfléchir, qu'il prend conscience que tout compte fait, c'est parce qu'il a parcouru le monde, il a parcouru le monde entier, qu'il a compris que c'était très important de revenir à ceux en qui il n'avait pas confiance. Il revient donc à soi, le lien à soi. On fait le tour du monde et on revient en soi. Mon dernier mot, c'est au sujet du lien au vivant. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est peut-être le plus menacé, c'est peut-être le lien à la terre. La terre comme être vivant. Parce que c'est cette terre-là, en tant qu'être vivant, même si beaucoup de philosophes vont dire tout à fait autre chose, hein, parce que je ne vais pas faire de philosophie ici, mais on sait bien que chez Aristote, il y a ce qui est organique et ce qui est inorganique. Et il y a les éléments matériels qui ne sont pas du tout de l'ordre du vivant, parce que dans l'ordre du vivant, il y a d'abord l'âme, etc., etc. Et ce n'est pas le cas ni pour l'air, ni pour la terre, ni pour l'eau, ainsi de suite. Mais il me semble que la terre, aujourd'hui, il faut la considérer comme étant un être vivant. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui nous porte. C'est la terre qui porte tous les vivants, l'humain et tous les autres. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a, je dirais, une sorte de destruction massive. Je pèse bien mes mots. Et ça commence d'abord par la destruction des sols. J'en veux pour preuve, je pense que dans cette salle, même si tout le monde ne sait pas ce que c'est que la tiéké, mais il y en a beaucoup qui savent ce que c'est que la tiéké. La tiéké, c'est vraiment le mets, je dirais, international qui vient de Côte d'Ivoire. Mais tout le monde sait ce que c'est que la tiéké. La tiéké qui vient du manioc, fabriqué à partir du manioc. Or, aujourd'hui, nous savons que les sols sur lesquels, donc, ce manioc si prisé est cultivé, ce sont des sols extrêmement pollués et qui sont des sols, je dirais, pratiquement morts. Est-ce que c'est avec cela, évidemment, tout le monde mange de la tiéké? Que deviendrons-nous? C'est ça ma question, je ne vais pas plus loin, j'ai déjà pris trop de temps. Je dirais qu'il nous faut justement être liés à cette terre. Ça veut dire quoi? Prendre soin de la terre, c'est ça. Éviter donc les herbicides, les pesticides, etc. Parce que le petit paysan, même le tout petit, il va vous dire « Ah non, aujourd'hui, je n'ai plus de machette, je n'ai plus de daba, comme on l'appelle en Côte d'Ivoire. Moi, je vais chercher mon produit de Monsanto. Je le pompe, c'est le mot. Je pompe, le sol est tout propre, mon manioc pousse, et puis voilà. Vous voyez? Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'aurais pu citer ici 2 exemples qui nous montrent comment, d'abord ce que c'est que le lien. Hein. J'aurais pu parler de la liane, exemple que je prends aussi très souvent. Je pourrais aussi prendre l'exemple de la toile d'araignée, mais je me dis qu'on pourrait passer de la liane à la toile d'araignée parce qu'on voit justement comment elle est construite, comment elle est tissée et comment, s'il n'y avait pas au milieu de la toile d'araignée une seule araignée, comment par exemple, dans chaque point de cette toile d'araignée, on pourrait placer chaque individu ou chaque communauté afin que justement l'ensemble de la toile puisse vibrer, faire de la musique et donc faire avancer le monde
afin que ce monde soit respirable et habitable. Merci. Merci infiniment, chère Tanela. Il y a plusieurs années, quand j'étais venu en Côte d'Ivoire, te voir en particulier, je me souviens qu'à mon retour à Dakar, tu avais chargé ma valise de beaucoup d'atchiké. J'en garde encore le goût. Ce n'est pas, chez moi, ce n'est pas la Madeleine de Proust, c'est l'atchiké de Tanela. Et je profite, puisqu'on a parlé d'atchiké, pour te féliciter, puisque la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, et que les lions indomptables d'Achille Mbembe ont été domptés assez tôt. Les lions de la Teranga, quant à eux, ont d'autres chats à fouetter en ce moment. Je le crains. Merci surtout de nous avoir rappelé une chose, c'est que quand il est question du lien, et de notre lien à nous-mêmes et de notre lien au monde, il y a une expression à laquelle nous devons donner tout son poids, c'est le fait que nous sommes mis au monde par des mères. Être mis au monde, mettre au monde, c'est une expression à laquelle je pensais en t'écoutant parler de la naissance, de l'enfantement et de ce lien premier et primordial qui est en effet symbolisé par cet olympique. Ceux qui ont connu la douleur d'apprendre à un moment donné à vivre dans un monde où celle qui les a mis au monde n'est plus, savent tout le poids de cette expression mettre au monde. Naître et renaître, chère Claire Marin, vous avez écrit, vous avez coédité au sens américain de ce terme, avec Frédéric, un ouvrage, et je pense que ce qui a été dit sur la naissance vous parle également, et qu'à partir de là, vous allez construire le lien, avec le lien à soi, aux vivants et aux autres. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse et honorée d'être là. Je trouve dommage qu'on ait un peu perdu de vue la positionnalité. Comme je viens d'apprendre un mot, je m'en sers. À mon époque, on disait, mes maîtres disaient d'où je parle, ce qui me semblait une question très étrange. Moi, je vais parler du rat des pâquerettes, c'est-à-dire de l'ordinaire, du monde commun, en tant qu'il est plus ou moins partagé, et de ce qu'on a à en apprendre. L'intitulé se relier présuppose déjà qu'on a été lié, que peut-être on a perdu le lien, on a oublié le lien. Alors faire le constat de cet oubli ou de ce refus, malheureusement il est facile à faire. On sait ce qui nous sépare, nous divise, on sait les techniques qui nous mettent à distance, même si parfois elles nous rapprochent aussi. On sait les formes de transformations qui nous ont fait perdre certaines solidarités familiales, qui ont un peu atomisé nos vies. La question ici n'est pas de faire le constat de la dénaturation aussi de la nature, sa transformation en matière ou en ressources quantifiées, mais plutôt de voir comment donc refaire ce lien, le retrouver, avec cette idée qui est se relier à soi-même, aux autres et aux vivants, je crois ça ne peut être pensé qu'en même temps, dans la mesure où il n'y a pas de lien à soi sans que les autres aient déjà constitué un lien avec nous, que ce lien au vivant, d'une certaine manière, il est en nous, même si nous avons travaillé à nous habiller, à nous recouvrir, à nous mettre des carapaces, d'une certaine manière. Il faut sans doute être plus sensible à cette appartenance au vivant. La pandémie l'a rappelé, mais on a vite oublié un certain nombre de ce que la pandémie a pu nous faire comprendre. Et donc, cette idée de lien, je crois qu'il faut la penser. On a évoqué le lien ombilical tout à l'heure. Il faut vraiment penser ce lien comme un lien vivant. Et un lien qui est sans doute nourrit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, sans qu'il y ait quelque chose comme une déperdition dans ce don ou dans cette transmission. Alors, cette question du lien, on pourrait proposer quelque chose comme une espèce d'histoire de la philosophie du lien.
qui partirait sans doute, d'après moi, de Montaigne, en tout cas dans l'horizon de la philosophie française, dont on retrouverait des traces chez Bergson autour de ce qui nous lie, mais aussi ce qui nous oblige. Chez Merleau-Ponty, bien sûr, on a cette métaphore du tissu du monde, de notre corps qui est comme une suture sur ce monde, et puis l'entrelacement, l'enchevêtrement de nos vies, dont parle par exemple Ricoeur, sans parler des rhizomes et autres racines vivantes qui sont évoquées par Deleuze et Guattari, puisque Deleuze écrit avec Guattari et il dit bien qu'ils ne sont pas pas quatre mains, mais qu'ils sont beaucoup plus. Et en fait, le lien, c'est aussi ça, c'est ceux qui nous habitent, ceux qui sont déjà liés à nous, d'une manière plus ou moins consciente d'ailleurs, mais je suis toujours constituée de ces liens qui sont autant d'apports que j'ai intériorisés et qui m'habitent de manière vivante. Et enfin, évidemment, la question de l'hospitalité. Je pense à Derrida, mais je pense aussi à Anne Dufourmentel, puisque dans cette question de l'hospitalité, il y avait aussi un échange, une conversation, comme aujourd'hui. Donc la question peut être de savoir comment retrouver ou consolider des liens. Et si on parle au ras des pâquerettes, comme je l'avais annoncé, je crois qu'il y a d'abord quelque chose dans le fait de la naissance qu'on a évoqué, qui nous rappelle à quel point, effectivement, nous sommes d'abord entre les mains des autres, nous sommes d'abord accueillis dans un lien qui conditionne beaucoup du reste de notre existence, puisque le fait d'être bien pris en main, soutenu, porté, comme le pense le pédopsychiatre Winnicott, joue quelque chose de notre assise et de notre capacité par la suite à tenir par nous-mêmes. On tient l'autre par la manière dont on l'embrasse, au sens premier du terme, la manière dont on le tient ou le soutient, et parfois dont on le tient du regard. On sait qu'il y a des liens qui ne sont pas visibles d'une certaine manière, mais qui produisent quelque chose comme un soutien véritable, qui manifeste quelque chose de l'ordre finalement d'une présence ou d'une attention qui est un support. Cette question-là, finalement, de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre ou d'avoir commencé sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, elle touche à la fois le tout début et la toute fin de l'existence. Et Derrida proposait ce néologisme de notre humanisme. Et cet humanisme, effectivement, je crois, se sent dans les moments en particulier où la technique ne peut plus rien, le savoir médical est désarmé, et il ne nous reste plus que la manifestation de ces liens qui retiennent ceux qui sont en train de s'en aller encore un peu dans le monde des vivants, vivons jusqu'à la mort, comme disait Ricoeur. Et je crois que c'est aussi ça le lien, c'est quand, aussi ténu soit-il, il assure l'autre qu'il est encore parmi nous, qu'il a sa place auprès de nous et qu'on lui gardera par la suite sous une autre forme. Et c'est là aussi peut-être qu'il y a quelque chose à penser dans le lien. On l'a dit tout à l'heure, la naissance, c'est d'abord ce premier accueil. Je crois qu'on n'est pas jeté dans le monde si on a un peu de chance, on y est... si on est très chanceux, attendu et accueilli, on est porté. Il y a quelque chose de l'ordre d'une communication des peaux. On a évoqué l'enfant qui est dans le dos ou qui est sur le torse d'une mère ou d'un père. Et je crois qu'il y a là une communication qui passe par le simple contact, le frottement. Barthes disait qu'en amour, c'est à la peau de répondre. Je crois que le lien passe aussi par des formulations, par des sensations, des vibrations, des coprésences qui déjà tissent quelque chose de la connaissance sensible que j'ai de l'autre et qui fait que, en lui touchant simplement la main, par exemple, je saurais s'il est inquiet, s'il est détendu, s'il a froid, qu'est-ce que cette chaleur ou ce froid veulent dire pour lui. Et le lien se manifeste dans ces signes sensibles premiers.
quant à savoir comment on peut repenser ou reconstruire des liens, très bêtement, encore une fois, je pense qu'il se joue dans ces moments de soutien, d'éducation, d'enseignement et de soins. Et c'est là-dessus, je crois, que la question politique est importante. C'est que le soin et l'éducation, c'est évidemment pas seulement l'affaire des mères, c'est l'affaire de chacun d'entre nous, et que les conditions de transmission des savoirs sont, à mon sens, l'une des priorités politiques à soutenir. Et qu'apprendre ou que transmettre, je crois que ce qu'on essaye de transmettre, c'est une capacité à agir, à penser, une capacité aussi à prendre la parole pour se faire entendre, et on sait qui est plus ou moins bien entendu, on sait qui on a tendance à ne pas écouter. Donc les conditions de l'accueil de la parole de l'autre et ce soutien vers une émancipation où on parle en son nom propre, rejoignent, il me semble, l'un des enjeux que Ricoeur a bien thématisé, qui est l'idée pour le sujet de se raconter, et à travers cette narration, d'une certaine manière, sans que le terme soit présent chez lui, mais quelque chose comme une affirmation et une réappropriation de son histoire. Je crois que cette idée est importante quand on parle de réparation. Je vais dire les choses très rapidement et sans doute mal, mais face à ces fractures de l'histoire, qu'elles soient partagées et collectives ou qu'elles soient individuelles, cette idée d'une narration en première personne, que cette personne soit un individu ou une communauté, me semble assez essentielle. Et là, je fais le lien entre ce qui est pratiqué dans le domaine du soin avec l'idée de la médecine narrative. Quand je suis face au chaos que la maladie produit, le fait de remettre un ordre dans un récit dans lequel le malade devient le sujet après avoir été l'objet de la maladie, le fait qu'il décide de la temporalité de ce récit au lieu de la subir, et qu'il reconstruise l'expérience qui a été la sienne et non pas celle qui a été compulsée dans des différentes notes techniques avec un vocabulaire qui ne dit rien de son vécu. Je crois que de la même manière, on a des formes de, je ne sais pas si c'est une réparation, mais en tout cas de réappropriation de son histoire à travers des textes qui apparaissent. Et je voudrais juste évoquer trop rapidement le texte qui s'intitule « Le convoi » de Beata Umubiyi-Mérès, qui a été publié récemment, où elle retrace sa propre expérience de rescapée du génocide du Rwanda, et où elle dit très clairement qu'il s'agit de rendre audible la parole des victimes et de cesser de laisser d'autres s'approprier le récit de l'expérience douloureuse, violente qu'on a vécue, et de se réapproprier sa propre histoire d'une certaine manière, avec une question extrêmement fine, je trouve, dans son approche sur la légitimité de sa parole à elle, et sur ce sentiment qu'elle transmet très bien, d'une certaine manière, de se faire voler son histoire par d'autres, en l'occurrence les journalistes occidentaux, qui vont utiliser des images, des récits, comme de la matière. Et on en revient toujours au même, que ce soit le vivant, les autres, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres dès qu'ils sont matérialisés, réifiés, quantifiés, dès lors que la singularité et la qualité de chacun est niée par le discours qui est censé les représenter. Donc au sein de cette mémoire effilochée, dans ce texte très puissant de Beata Umubiyi, il me semble qu'il se dit quelque chose sur la possibilité de se relier à soi, y compris si ce soi est un soi qui a été très bouleversé et très sans doute marqué par les violences qu'il a traversées.
et aussi plus largement de prendre la parole en son nom propre, encore une fois, que ce soit pour un sujet ou pour une communauté. Et il me semble que c'est dans ce type d'expérience qu'on peut retrouver quelque chose dont parle aussi Ricoeur, cette solidarité des éprouvés. Parfois, je peux parler pour les autres quand j'ai l'impression de dire quelque chose qu'ils ont du mal à dire. C'est aussi parfois ce que le récit peut faire. J'espère que les essais peuvent aussi le faire. Cette solidarité des éprouvés, des ébranlés, pardon, Ricoeur l'emprunte au philosophe tchèque Patočka, qui évoque le fait que dans des périodes très sombres, ce qui nous permet d'avancer dans la nuit, c'est de reconnaître dans l'ennemi, finalement, le même que moi. De reconnaître dans l'ennemi celui qui souffre. Et là, on voit parfois des solidarités de mères qui, des deux côtés du conflit, veulent la même chose, c'est-à-dire que leurs enfants ne soient pas sacrifiés dans ce conflit. Donc la solidarité des ébranlés, c'est cet espoir peut-être dans cette nuit dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui, de réussir à sauver quelque chose du vivant et des êtres vivants au sein de cette nuit, en reconnaissant dans l'autre qui pourtant est mon ennemi, le même. Et cette solidarité des ébranlés, je la compléterai avec une référence au commun et à l'ordinaire, ce sera mon dernier mot, en m'appuyant sur les textes de George Orwell, les textes politiques de George Orwell, qui ont été étudiés notamment par Bruce Begou, où Orwell parle de la décence ordinaire, et finalement de ce qui, dans la vie de tous les jours, fait lien, comme une morale qui n'est pas écrite, qui n'est pas posée, mais autour desquelles nous nous retrouvons dans une humanité de ceux qui ont été justement ébranlés par cette vie parfois ordinaire et par les multiples violences qui peuvent y être vécues. Donc autour de cette common decency, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très ambitieux, pas très prétentieux, mais dont on a tous, il me semble, une certaine intuition. Qu'est-ce que c'est que cette décence ordinaire autour de laquelle, justement, les liens sont affirmés, sont vécus dans une pratique et dans un échange au jour le jour, à chaque instant. Merci. Merci infiniment, merci Claire d'avoir terminé sur cette ordinary decency où se trouve le sentiment de notre humanité partagée. Au plus terrible des atrocités qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, je me souviens avoir entendu une fois à la télévision une mère israélienne dont l'enfant était retenu en otage et qui espérait que de l'autre côté, ce n'était pas un guerrier qui gardait son enfant, mais qu'il y avait une mère dans le coin et qu'elle comptait sur cette mère-là pour poser sur son enfant le regard d'une mère. Et donc, toutes nos vies enchevêtrées dont vous avez parlé nous parlent de cela. Je reviens à ce que tu disais également, Tanela, sur l'homme qui naît nu, reprenant le mythe de Protagoras évoqué tout à l'heure par Mathieu, pour aller dans le même sens et évoquer un autre, non pas un mythe, mais un récit, un roman philosophique que l'on doit à un auteur andalou du XIIe siècle, Ibn Tufayl. Ibn Tufayl est moins connu que son étudiant, celui dont il a été le mentor, qui est Averroès, le maître d'Averroès. Il a écrit un roman philosophique qui s'appelle Hayy ibn Yaqzan, c'est le nom de son héros. Et ce roman est celui dont on a toutes les raisons de penser qu'il a inspiré Robinson Crusoe, Daniel Defoe, parce qu'effectivement, l'année où il a été traduit en anglais en Angleterre est l'année où Daniel Defoe a écrit Robinson Crusoe. Le roman est une Robinsonade. Il raconte l'histoire d'un enfant abandonné sur une île déserte, élevé par une biche qui finit par mourir, et puis l'enfant
grandit. Et c'est comme dans toutes les Robinsonades, l'idée est que l'ontogénèse de l'enfant va résumer la phylogénèse, l'histoire de l'espèce. En gros, l'enfant isolé, livré à lui-même, nu, l'humain nu, va pouvoir retrouver l'humanité dans sa totalité, non seulement dans ses techniques, mais également dans ce qui fait son humanité, cette humanisation, pour reprendre cet humanisme, pour reprendre le néologisme de Jacques Derrida. Et en particulier, et la raison pour laquelle je mentionne cela, c'est que quand Hayy ibn Yaqzan prend pleinement conscience de son humanité, qu'il devient l'humain qu'il a à être, qu'il comprend qu'en effet l'humain n'est pas un état mais une tâche. Nous avons à devenir des humains et nous devenons des humains à travers le lien. Tout à l'heure, Ubuntu a été évoqué par Emile. De ce point de vue-là, la co-humanité, la construction de notre co-humanité et la réalisation de notre toti en einai, pour reprendre Aristote que tu évoquais tout à l'heure, celui que nous avons à être, eh bien, quand il comprend sa pleine humanité, il comprend qu'il est responsable de la création, qu'il ne peut prendre à la nature que s'il lui rend. Et donc, l'idée de durabilité s'inscrit dans son humanité même. La centralité de l'humain ne signifie plus autre chose que sa responsabilité. Ce n'est pas que le dernier-né de la création soit le meilleur de la création, soit celui à qui on a confié la création pour en être comme maître et possesseur, comme dirait Descartes, mais au contraire, l'idée que l'humanité ne se réalise elle-même que lorsqu'elle crée son lien avec les vivants et qu'elle comprend sa responsabilité vis-à-vis des autres vivants. Je crois que ceci est un aspect qui est apparu dans vos deux propos. Avant de vous rendre la parole, je vais prendre 5 minutes pour 2 ou 3 interventions dans la salle et ensuite vous aurez toutes les deux, chacune, tout le reste du temps que je vais diviser en 2 pour réagir aux propos tenus par l'autre, aux propos que je viens de tenir et aux propos qui nous viendraient de la salle. Hands up. Ah. Ou vous avez intimidé tout le monde, ou vous êtes totalement irréfutable. Oui, voilà. Oui, Pierre de Gaëtan, JICAM, élu à Bordeaux. Merci, grand frère Achille, de ton invitation. Et merci également à Souleymane Bachir, mon grand frère, mon cher aîné, de nous éclairer toujours sur ce chemin ô combien, en tout cas, exigeant de l'universalisation. Je m'intéresse beaucoup à la lumière de l'expérience que j'ai, je dirais, cofondée, co-créée avec d'autres, c'est-à-dire cette double présence des diasporas africaines. Je m'intéresse beaucoup, quand on parle effectivement de réinventer la démocratie, à la situation des différents acteurs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui retisser les liens? Est-ce qu'on peut respirer ou avoir une démocratie qui respire lorsque tous les potentiels participants à cette démocratie ne sont pas de véritables sujets, ou en tout cas sont encore en infirmité citoyenne? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que on peut dire que dans certains pays d'Afrique ou en France, ceux qui devraient participer de la réinvention démocratique n'ont pas tous la même capacité politique. Et donc, il est donc souhaitable que l'innovation pour la démocratie s'intéresse également à baliser les chemins d'une capacité politique des diasporas africaines en France, mais aussi d'une capacité politique
de tous les acteurs dans les sociétés africaines. Et donc de manière à ce que justement ce soit de véritables et de pleins sujets politiques qui participent à la réinvention de la démocratie et donc à retisser les liens. Merci infiniment pour cette intervention. Je voudrais dire simplement que, effectivement, ce que tu dis là s'inscrit dans l'action que tu as menée et que tu continues à mener à Bordeaux, précisément, pour faire en sorte que les diasporas africaines installées en France soient de plein pied dans cette tâche de construction de liens, de liens avec l'Afrique. Également, combat que tu as mené aux côtés d'Alain Juppé et que tu continues à mener aujourd'hui. Voilà. Je prends les deux autres. Ici, vous venez de... Je vous remercie pour vos interventions. Je voulais dire merci en particulier, Claire, pour... l'allusion que vous avez faite au livre de Beata Le Convoi, qui est un livre absolument... c'est difficile de dire d'un tel écrit qu'il est sublime, mais parce qu'il va bien au-delà. Il y a 2 livres, et je trouve ça assez énorme pour une rentrée littéraire, il y a 2 livres qui se ressemblent fortement. Le Triste Tigre de Neige Simo et Le Convoi de Beata. Et ce qu'on remarque dans ce que vous avez appelé la solidarité des ébranlés, c'est aussi ce besoin à chaque fois de raconter la trajectoire et de revenir sur la légitimité. Elles ne se contentent pas de raconter leur trajectoire, elles disent aussi pourquoi elles en sont arrivées à prendre la parole et en quoi cette parole a été, ce n'est pas diluée, mais en tout cas interrogée, leur capacité même à s'exprimer a été interrogée. Elles reviennent sur ce chemin et entre autres, c'est ce qui rend leur écriture tellement nécessaire. Et je vous écoute tous et je nous écoute tous depuis ce matin. Et il me semble que nous revenons sans arrêt aux mêmes choses. Nous revenons à l'enfant, nous revenons aux liens rompus, nous revenons aux vulnérabilités, aux ébranlés. Et c'est comme si nous avions renoncé d'une certaine façon à ce que le pouvoir, les détenteurs de pouvoir, fassent sens à nos vies. Et que nous entérignions l'idée que le désordre que nous vivons aujourd'hui, le chaos qui fait partie de notre monde, vient aussi du langage unique de l'avidité et du pouvoir. Et donc, cette idée de repartir à la base, de repartir aux vulnérables, j'ai quand même un peu de mal à voir comment est-ce qu'on l'oppose à ceux qui ont tout, y compris... une forme de confiscation des imaginaires, des métaphores et de la parole. Merci infiniment. Je vais donc maintenant, il nous reste 8 minutes que je vais vous partager également pour réagir à ce qui se sera dit. Je commence par vous, Claire. Oui, mais sur effectivement ce parallèle entre les 2 livres, je crois que la question de prendre la parole, de faire entendre sa voix face à différentes formes de silence, là encore dans des histoires collectives ou des histoires individuelles, ça montre aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de la temporalité et que dans le fait d'avoir été victime de violences politiques ou intimes, on a là quelque chose sans doute qui est important, c'est les conditions de l'accueil de cette parole. Puisque parfois, ces victimes disent cette violence et personne n'est là pour les écouter, pour les croire, ni même pour les soutenir. Donc là, il y a aussi une transformation politique sur les voix qui comptent, sur celles qu'on entend, sur les vies qui comptent. Et ces éléments, il me semble, sont concomitants et c'est intéressant de voir qu'il s'agit de 2 femmes qui ont des expériences très différentes, mais comme vous l'avez très bien mis en évidence, qui se posent la question de leur légitimité, là où d'autres, j'ai envie de dire, suivez mon regard, comme on l'a dit tout à l'heure,
ne se posent pas la question de leur légitimité, quand bien même ils lancent des appels à la guerre. On en parlait ce matin avec Cynthia Fleury. Donc, qu'est-ce que c'est que cette disproportion des paroles? Qui est-ce qu'on écoute? Mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont en train de se transformer, en tout cas dans la société française, pour les femmes aujourd'hui. Je veux croire à un espoir quant à la capacité de prendre la parole et d'être dans une parole qui transforme effectivement les choses. Oui, moi je voudrais simplement dire que prendre la parole, c'est important. Se parler à soi-même, c'est important. Raconter sa propre histoire, c'est important. Pour la bonne raison que c'est peut-être l'une des manières les plus efficaces de se construire soi-même. Dans la mesure où être relié à soi-même, c'est d'abord se construire soi-même avant qu'on puisse aller vers l'autre. Mais dans le même temps, on sait que les autres peuvent parler de nous. Et très souvent, quand les autres parlent de nous avec leur regard, ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Cela veut dire quoi? Simplement que nous ne sommes pas les uns et les autres, ni au même niveau d'information, ni au même niveau de, je dirais, de vécu. Or, je crois que rien ne vaut justement le vécu. Je ne dis pas que ce qu'on a vécu, on est soi-même le mieux placé pour le raconter, mais dans tous les cas, notre sensibilité, notre corps, l'espace dans lequel on a vécu, pour le faire passer aux autres, il est important que nous prenions la parole, y compris avec nos silences, parce qu'on sait bien qu'on se construit avec ses propres silences, et c'est de cette manière-là qu'on peut justement, disons, avoir toute l'estime de soi-même et être à la fois responsable de soi-même et responsable des autres. Le deuxième mot que j'aimerais ajouter, c'est que aujourd'hui, c'est peut-être adressé au monsieur qui a parlé en premier. Je pense que il ne faudrait pas qu'on oublie justement l'importance de l'éducation à tous les niveaux. Et l'éducation à tous les âges. Et de ce point de vue aussi, notre très ancien Platon a sans doute raison. Un homme politique doit être quelque part philosophe. Ça veut dire qu'il doit être simplement éduqué en toute science humaine et non humaine. Et quand il dit dans le politique que justement l'homme politique doit être un tisserand, ce n'est pas par hasard. Être capable de mettre ensemble différents fils. Parce que quand on parle de lien, quand on parle de relier, nous avons toujours affaire au fil. Et l'homme politique qui est capable de relier ensemble et de tisser ensemble des fils de différentes couleurs, c'est celui-là, je crois, aujourd'hui, qui sera vraiment le démocrate qui sera à même de construire une, je dirais, une société habitable, Parce que c'est important, c'est là où chacun peut respirer, où on n'est pas étouffé, où on a
il y a de l'égalité, où il y a de la liberté, l'éducation donc est essentielle à tous les niveaux. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir été si facile à modérer. J'avais dit que la tâche n'était absolument pas impossible dans vos cas. Et merci, Tanela, d'avoir terminé sur le tisserand. Je lisais très récemment, je relisais le beau texte de Marcel Griol, Dieu d'eau, avec l'entretien qu'il a avec le sage Ogotomeli, qui parlait justement du tisserand. Le tisserand étant en ce monde-ci celui qui remplit pour ce monde la fonction que Dieu a remplie pour l'ensemble de la création. Celui qui est toujours en train de fabriquer du lien avec des fils de différentes couleurs et les tisse ensemble en une belle étoffe. Et au fond, c'est toujours cela la grande mythologie humaine. L'idée que l'ordre est ailleurs, l'ordre est inscrit dans le cosmos, et qu'il nous appartient à nous, humains, nous avons la responsabilité de faire en sorte que cet ordre cosmique puisse également descendre et mettre un peu d'ordre, précisément, dans nos affaires humaines, tristement humaines. Ceci sera le dernier mot. Top 0-0. Bon appétit. Bouillabaisse ou attiéké?